13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Clélie Mathias sur Europe 1, 13h21, vous accueillez vos chroniqueurs du jour. Clélie, Xenia Fedorova nous rejoint dans un instant. Mais d'abord, on vous retrouve avec Sébastien Ligné, chef du service politique chez Valeurs Actuelles. Bonjour Sébastien Ligné. Bonjour Clélie. Alors, Sébastien Lecornu engagera cet après-midi la responsabilité de son gouvernement sur la partie recettes du budget de l'État pour 2026, premier d'une série de 49.3 qui devrait permettre la promulgation du texte sur le budget, donc avant la mi-février. J'aimerais revenir avec vous, Sébastien Ligné, déjà sur le discours hier tenu par Sébastien Lecornu. Comment l'avez-vous trouvé ? Il a parlé de semi-échec, semi-succès. Il a fait part de son amertume, de ses regrets. Il a reconnu devoir en revenir sur sa parole. Mais en même temps, dit-il, pour tenir ma parole, il faudrait que je m'entête. Alors il revient. Surtout, mais à ce moment-là, est-ce que, dites-moi, franchement, est-ce que François Bayrou n'a-t-il pas eu davantage de panache à démissionner ? Sans doute, mais en effet, il y avait quelque chose d'extrêmement crépusculaire, en réalité, dans le discours d'hier, même sur la forme, quelque chose d'assez peu préparé. On avait l'impression de faire quelque chose à la va-vite. On a l'impression que le Premier ministre subit la situation, ce qui donne une image catastrophique du gouvernement. Quand Sébastien Lecornu, lors de sa première prise de fonction, disait « Je suis bien au courant que je suis le Premier ministre et que nous sommes le gouvernement le plus faible de l'histoire de la Ve République ». En effet, il pointait le doigt sur une vérité. Mais quand même, je veux dire, là, le Premier ministre n'a plus aucune carte en main. Et il le reconnaît. Oui. Et il l'assume, ce qui donne une image catastrophique. Et le problème, c'est que c'est aussi un coup extrêmement dur porté à la crédibilité de la parole politique. Alors vous allez me dire que ça fait bien longtemps que les Français ne croient plus du tout en la parole du politique. Mais tout de même, quand on renie une promesse faite il y a moins de 3 mois, c'est quand même un sujet. Quand Sébastien Lecornu... L'erreur était peut-être de faire cette promesse. Évidemment, et beaucoup de gens l'expliquaient. Mais en réalité, tout le mandat de Sébastien Lecornu, depuis sa nomination, est jalonné de ces fausses promesses, de ces retours en arrière, de ces rétropédalages qui font mal à la parole politique. Quand il explique qu'il démissionne après la première fois, après le coup de sang de Bruno Retailleau, tout ça pour être renommé moins d'une semaine plus tard par par Emmanuel Macron, en nous disant dans son discours de réintroduction qu'il n'est là que pour faire passer un budget pour la France et qu'il n'emploiera jamais le 49.3, on se dit mais pourquoi avoir accepté d'être renommé ? Pourquoi avoir accepté de retourner au charbon si c'est pour 3 mois plus tard revenir quasiment au point de départ, si ce n'est qu'en effet on aura un budget, mais on va en parler, un budget qui a tellement de failles que parfois on se demande il vaudrait mieux ne pas avoir budget que le budget qu'on nous présente. Écoutez Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, qui a affirmé qu'il regrettait cet usage du 49.3 par le gouvernement. Il était au micro de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. Je ne suis pas satisfait du fait qu'il y ait un recours au 49.3, parce que ce n'est pas l'outil qui atteste d'une maturité démocratique. J'aurais préféré que sur ce budget, on puisse faire ce qui s'est passé sur le budget de la sécurité sociale. Parce qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Le Premier ministre s'était engagé, à notre demande, je le reconnais, à se dispenser du recours au 49.3. Le fait qu'il n'y ait pas eu cette épée de Damoclès a permis au débat de se dérouler à l'Assemblée nationale. Pour la première fois, on a même fait une seconde lecture, ce qui n'était pas arrivé depuis avant 2022. Alors, on a discuté certes à l'Assemblée nationale, mais au final, quel bilan vous en tirez de ces mois de discussion ? Il y a 3 grands enseignements. Il y a le fait qu'aujourd'hui, le bloc central, les socialistes et les républicains soient prêts à s'accorder sur tout pour éviter un retour aux urnes. Une majorité absolue contre la démocratie, finalement, pourrait l'appeler. Ils le contestent, ce point-là. Ils le contestent, mais enfin, quand on remarque les positions des Républicains et des Socialistes sur le 49.3, on a quand même l'impression qu'ils n'ont absolument pas envie de voir Emmanuel Macron agiter à nouveau l'usage de la dissolution. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est que le bloc central n'a plus aucune colonne vertébrale et est prêt à se vendre au Parti socialiste qui a fait moins de 2% à la dernière élection présidentielle et qui aujourd'hui est capable d'imposer ses vues sur l'ensemble du budget. Et puis le troisième enseignement, c'est qu'il y a quand même un grand cocu dans cette histoire, ce sont les Républicains. Pardon, mais que les socialistes obtiennent des garanties et des victoires, tant mieux pour eux. Que les macronistes soient prêts à tout pour rester au pouvoir, on est habitué. Que les républicains, le parangon de la droite libérale, de la droite qui tient les comptes publics, se mettent à genoux à 3 reprises devant le bloc central et le Parti socialiste uniquement pour éviter une élection, je pense que c'est le dernier clou sur le cercueil des Républicains. Parce qu'ils ne peuvent plus jamais se dire de droite libérale après la séquence budgétaire qu'on vient de vivre.
Alors justement, puisque vous parliez des comptes publics, c'est quand même important, c'est le sujet. Le président de la République, Emmanuel Macron, a salué devant les ministres une copie budgétaire qui permet, je cite, de contenir le déficit à 5% du PIB et permet au pays d'avancer. Mais est-ce que ce ne serait pas un rebord total de la politique menée, préconisée même par Emmanuel Macron depuis même 2017 ? Mais bien sûr. De toute manière, ces 6 derniers mois ont été un détricotage en règle des quelques maigres points positifs du bilan d'Emmanuel Macron. Sa seule réforme, un tant soit peu d'envergure, et encore on pourra en débattre, la réforme des retraites, jetée à la poubelle, enfin en tout cas suspendue. Mais on sent bien qu'on ne répondra plus à cette question de la retraite jusqu'en 2027. La question de l'investissement, du soutien aux entreprises, disparu. On nous annonce des contributions exceptionnelles sur les grandes entreprises qui ne deviennent plus du tout exceptionnelles vu qu'elles sont entérinées pour la 3e fois de suite dans un budget. On nous expliquait avec Emmanuel Macron qu'on allait libérer les cerveaux, qu'on allait faire revenir nos ingénieurs, qu'on allait faire la Startup Nation, les investissements, les licornes, etc. etc. Vous pensez sincèrement que ce budget préconise en termes d'investissement, en termes de matraquage fiscal pour les entreprises, ça va encourager les petites licornes et les petites entreprises, et notamment spécialisées dans la tech, à rester en France? Mais absolument pas. On a quand même passé plusieurs semaines à discuter de l'attaque Zuckman, qui aurait tué tout investissement possible dans ce pays. Qu'est-ce que je vous dis? Mais tant pis pour Emmanuel Macron, parce que tout part de sa décision. Si Emmanuel Macron n'avait pas fait cette dissolution ubuesque en 2024, nous n'en serions pas là, et aujourd'hui il aurait encore un tant soit peu un bilan.